Une jeune nageuse olympique a disparu lors d'un entraînement de routine dans l'océan, sans laisser de traces et la seule explication logique était la noyade. Mais 4 ans plus tard, son père, qui n'a jamais abandonné ses recherches incessantes, a retrouvé quelque chose au pied d'une bouée, une découverte qui allait tout changer. L'océan froid enveloppait Jacques Callaa entendit qu'il descendait dans ses profondeurs silencieuses. La lumière matinale perçait l'eau bleu-vert de pâles rayons, illuminant les fonds rocheux. Sa lampe de plongée balayait méthodiquement les plaques d'algues et de sable tortueux, tandis qu'il se déplaçait avec une précision experte. Chaque inspiration de sa bouteille d'oxygène libérait un flot de bulles qui remontaient à la surface, le seul bruit de ce monde sous-marin. Sa main usée fouillait la vase et les coquillages brisés, cherchant toujours. Une douleur familière de déception s'installa dans sa poitrine, ne trouvant rien, comme lors des centaines de plongées précédentes. Au-dessus de lui, son petit bateau, le Seawardan, dérivait au gré du courant. Il avait jeté l'ancre près du bord de Pelican Reach, à plusieurs kilomètres du rivage de Crescent Bay, la petite ville côtière qu'il considérait comme son foyer. Chez lui, mais pas vraiment chez lui, depuis la disparition de Mia 4 ans plus tôt. 4 ans s'étaient écoulés depuis que sa fille de 19 ans avait disparu sans laisser de traces dans ces mêmes eaux. 4 ans à plonger chaque jour, à fouiller chaque centimètre carré des fonds marins, espérant la retrouver. Mia Callaa était une étoile montante, fraîchement qualifiée pour l'équipe olympique de natation en eau libre. Pas encore connue du grand public, elle avait terminé en milieu de peloton dans ses épreuves, échappant encore à l'attention des grands médias. Mais elle était promise à la grandeur, tous ceux qui la voyaient nager le savaient. Son dévouement était sans égal. Elle s'entraînait dans ces eaux depuis des années, suivant le même itinéraire chaque matin, de la jetée de Crescent Bay à Pelican Reach, en passant par la bouée Blue Water, et retour, un périlleux aller-retour de 6 km. Pendant des années, Jacques l'avait accompagnée lors de ses entraînements, la suivant dans son bateau, veillant sur elle avec la protection que seul un père peut comprendre. Mais dans les 6 mois précédant sa disparition, Mia avait commencé à insister pour nager seule. « Papa, je dois faire ça toute seule », lui avait-elle dit fermement. « Attends-moi au quai. Ça ira. » Et il avait accepté à contre-cœur, respectant son indépendance tout en s'inquiétant silencieusement à chaque instant jusqu'à son retour sain et sauf sur la rive sauf ce jour, 4 ans plus tôt, où elle n'était pas revenue. Jacques se souvenait des heures frénétiques qui avaient suivi, appelé les secours, organisé des équipes de recherche, scruté la côte depuis son bateau, tout en priant pour apercevoir son bonnet de bain éclatant flottant dans les vagues. Mais il n'avait rien trouvé, ni Mia, ni son équipement, pas la moindre trace. Propriétaire d'une entreprise de plongée, Jacques connaissait ces eaux mieux que quiconque, les courants, les récifs cachés, les endroits dangereux où même les nageurs expérimentés pouvaient se retrouver en difficulté. Pourtant, son expertise n'avait rien donné dans les recherches de sa fille. Après des semaines de recherche, lui et la police avaient été contraints d'admettre le scénario le plus probable, Mia n'était plus en vie. L'océan emportait parfois des nageurs, même d'élite. Mais Jacques ne pouvait et ne voulait pas cesser de chercher. Il devait retrouver sa fille, la ramener chez elle, lui offrir une sépulture digne. Elle le méritait. Son unique enfant, sa fierté, la jeune fille talentueuse qui avait toute la vie devant elle. Aujourd'hui, quelque chose avait attiré Jacques plus loin que d'habitude de Pelican Reach, un instinct insatiable qu'il ne pouvait ignorer, un murmure selon lequel, peut-être, il avait raté quelque chose ici. Après des heures de recherche, Jacques remarqua que sa bouteille d'oxygène était presque vide. À contre-cœur, il entreprit sa remontée vers la surface, ses articulations protestant après la longue plongée. Alors que sa tête sortait de l'eau, il réalisa avec inquiétude qu'il s'était aventuré bien plus loin que prévu, son bateau était à peine visible au loin. Jacques commença à nager vers le Seawardan, son équipement de plongée l'alourdissant. Après plusieurs centaines de mètres, les muscles brûlants de fatigue, il s'arrêta pour reprendre son souffle. C'est alors qu'il aperçut une bouée à proximité, non pas la bouée Blue Water que Mia avait utilisée comme point de virage, mais une autre, plus loin, et rarement vérifiée. Reconnaissant pour le repos, Jacques nagea jusqu'à la bouée et s'agrippa à son cadre métallique rouillé. En reprenant son souffle,
il leva les yeux vers la structure qui surplombait la ligne de flottaison. Quelque chose était attaché au centre de la bouée ou une sorte d'appareil. Piqué par la curiosité, Jacques se hissa sur la plateforme, sa main mouillée glissant sur le métal corrodé. Atteignant l'appareil, il le détacha soigneusement et examina l'objet entre ses mains. C'était une caméra GoPro enfermée dans un boîtier étanche. Le boîtier était usé par la mer et les intempéries, mais quelque chose lui semblait étrangement familier. « Quelqu'un a dû laisser ça ici », murmura-t-il en le retournant entre ses mains. Le boîtier était plus volumineux que le boîtier GoPro standard, un modèle haut de gamme conçu pour résister aux profondeurs les plus profondes. Jacques le reconnut immédiatement, c'était le même modèle qu'il avait acheté pour Mia, exigeant la meilleure protection possible. Quelle coïncidence, pensa-t-il. Mais en retournant le boîtier, son cœur faillit s'arrêter. Là, au dos, se trouvait un autocollant familier, un petit dauphin bleu avec les lettres « MC » en dessous. Ses mains se mirent à trembler. Ce n'était pas n'importe quel appareil photo, c'était celui de Mia, celui qu'il lui avait offert, celui qu'elle emportait avec elle à chaque baignade. Jacques n'en croyait pas ses yeux. Il ouvrit rapidement le boîtier étanche, ses doigts jouant avec les loquets. La GoPro à l'intérieur était intacte, mais la batterie était complètement morte. Il passa ses doigts sur l'appareil, se souvenant du jour où il le lui avait offert. « Prends ça avec toi », avait-il insisté lorsqu'elle avait commencé à nager seule. « Enregistrez vos séances. Je veux voir vos progrès. » Elle avait levé les yeux au ciel, mais avait accepté avec un sourire. « D'accord, papa, si ça peut te rassurer. » Jacques rangea soigneusement l'appareil photo dans son sac étanche et regagna son bateau à la nage, revigoré. Son compagnon de plongée, un vieil ami qui l'accompagnait souvent dans ses recherches, l'attendait sur le pont, l'air inquiet. « Tu es allé plus loin que d'habitude aujourd'hui, Jacques, » dit son ami. « Le soleil se lève. On devrait rentrer. »« Tu as raison, » répondit Jacques en montant à bord. Les mains encore tremblantes, il sortit l'appareil photo de son sac. « Mais regarde ce que j'ai trouvé. » Son ami écarquilla les yeux. « C'est... » Jacques hocha la tête, incapable de parler, la gorge serrée. Ils se préparèrent rapidement à retourner à Crescent-Bay. Alors qu'ils approchaient du port, Jacques remercia son ami et s'excusa d'avoir dû partir précipitamment. Son ami lui serra l'épaule en signe de compréhension. Après avoir troqué sa combinaison de plongée contre des vêtements secs, Jacques monta dans sa voiture, la GoPro serrée fermement dans sa main. 4 ans de recherche, et enfin il avait quelque chose, un indice, un lien avec Mia. Ce que contenait cette caméra pourrait bien lui révéler ce qui était arrivé à sa fille, et il était déterminé à le découvrir. Les mains de Jacques serraient fermement le volant tandis qu'il sortait son téléphone et composait le numéro de l'inspecteur Morgan, l'agent chargé de l'affaire Mia 4 ans auparavant. « Inspecteur Morgan à l'appareil », dit une voix bourrue mais familière. « C'est Jacques Callahan », dit-il, la voix tendue par l'excitation. « J'ai trouvé quelque chose, la caméra GoPro de Mia. Elle était attachée à une bouée à des kilomètres de sa route habituelle. » Il y eut un moment de silence au bout du fil. « Vous avez retrouvé son appareil photo après tout ce temps ?» demanda finalement l'inspecteur. « Oui, et il pourrait contenir des images du jour de sa disparition. Il faut que je les apporte. »« J'ai une réunion qui commence dans 10 minutes, » répondit l'inspecteur Morgan, l'air sincèrement frustré par le timing. « Je ne peux pas vous rencontrer immédiatement. » Le cœur de Jacques se serra, mais l'inspecteur poursuivit, « Vous pouvez le déposer au poste. Je préviendrai notre équipe de techniciens médico-légaux. » Ils raccrochèrent et Jacques serra les dents. Enfin, il tenait une piste et cette fois, il ne la laisserait pas filer. « Merci, » dit Jacques, submergé par le soulagement. « Je vais y aller maintenant. »« Je serai libre dans quelques heures, » ajouta Morgan. « On pourra parler alors. » Jacques se souvint soudain de ses projets pour l'après-midi. « Oh, mince, pardon, inspecteur. En fait, je voulais assister à un événement caritatif, un déjeuner de retrouvailles avec d'anciens plongeurs et athlètes professionnels. J'avais promis à un ami de faire un discours.
Je peux annuler et dire qu'il y a une urgence au commissariat, cependant. Tu sais quoi? Ce n'est peut-être pas nécessaire, lui assura Morgan. Dépose juste la caméra pour l'instant. On verra plus tard, en fonction de l'évaluation du technicien médico-légal. On pourra se voir après. En raccrochant, Jacques jeta un coup d'œil à l'horloge de son tableau de bord. Il lui restait encore quelques heures avant l'événement. 20 minutes plus tard, Jacques arrivait au commissariat de Crescent-Bay, appareil photo à la main. L'agent à l'accueil le reconnut immédiatement. « Monsieur Callahan », dit-elle en hochant la tête. L'inspecteur Morgan a appelé avant. « Laissez-moi vous emmener dans notre laboratoire technique. » Jacques fut conduit dans une petite pièce remplie d'ordinateurs et d'équipements spécialisés. Un homme d'une trentaine d'années leva les yeux de son poste de travail. « Vous devez être Jacques Callahan », dit-il en lui tendant la main. « Je suis Ethan Parker, analyste en technologie forensique. L'inspecteur Morgan m'a informé de votre découverte. » Un officier en uniforme se tenait à proximité, visiblement là pour assister au traitement de preuves potentielles. « J'ai trouvé cet appareil photo attaché à une bouée à des kilomètres au large, » expliqua Jacques en le posant soigneusement sur le bureau. « Il appartenait à ma fille, Mia. Elle a disparu il y a 4 ans alors qu'elle s'entraînait pour les Jeux Olympiques. » Le technicien hocha la tête solennellement. « Voyons voir ce qu'on a. » Ethan a travaillé méthodiquement, il a d'abord photographié l'appareil photo tel quel, puis a soigneusement retiré la batterie et la carte mémoire. La batterie est visiblement gonflée. La carte semble intacte, dit-il en l'inspectant à la loupe. Pas de corrosion majeure. C'est bon signe. Il a inséré la carte mémoire dans un lecteur spécialisé connecté à son ordinateur. Nous allons d'abord faire une copie médico-légale pour préserver les données originales. Jacques se tenait derrière lui, tendu, pendant le transfert des fichiers. Quelques minutes plus tard, Ethan ouvrit le premier fichier vidéo. Le visage de Mia s'afficha à l'écran, et les genoux de Jacques faillirent céder. Elle était vivante, souriante, ses cheveux mouillés plaqués sur sa tête tandis qu'elle ajustait la caméra sur la bouée. Test, test. Sa voix résonnait dans les haut-parleurs, légèrement déformée par le vent mais indéniablement la sienne. L'endroit idéal pour immortaliser mon entraînement aujourd'hui. La vidéo la montrait fixant soigneusement la GoPro à la bouée, la positionnant pour filmer son approche. Elle avait l'air heureuse et pleine d'énergie, exactement comme Jacques s'en souvenait. Le clip suivant montre Mia pataugeant dans l'eau à côté de la bouée, parlant directement à la caméra. Jour 42 d'entraînement olympique, dit-elle, légèrement essoufflée. L'entraîneur dit que mon endurance s'améliore, mais que mes virages ont encore besoin d'être travaillés. Elle soupira, l'air soudain sérieux. Parfois, je me demande si je suis faite pour ça. La pression est intense, et je suis loin du niveau des meilleures compétitrices. Si j'arrive au jeu, est-ce que je vais me ridiculiser? La gorge de Jacques se serra. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle nourrissait de tels doutes. La vidéo continuait et Mia parlait toujours à la caméra quand soudain son attention se détourna. Elle regarda sur le côté, surprise. « Oh, bonjour », a-t-elle crié à quelqu'un hors caméra. Un jeune homme nageait dans le cadre, mais son visage était partiellement masqué par des gouttes d'eau sur l'objectif. L'angle de la caméra, fixé sur la bouée au-dessus d'eux, ne montrait que le haut de sa tête, ses yeux et ses cheveux mouillés étaient visibles, mais pas son visage en entier. « Salut », dit le jeune homme d'une voix amicale. « Je ne m'attendais pas à voir quelqu'un d'autre aussi loin. »« Je m'entraîne, c'est tout », répondit Mia. « Je suis Mia Martin. » Le jeune homme dit, « Tu vas vraiment trop loin, tu nages tout seul jusqu'ici. »« Je m'entraîne pour les Jeux Olympiques », a expliqué Mia. « Je nage en eau libre. »« C'est pas vrai. »« C'est incroyable. » Martin semblait sincèrement impressionné. « Tu vas devenir célèbre ?» Mia rit. « Pas vraiment. Je suis nouvelle au plus haut niveau. Je n'ai pas encore fait grand bruit dans les médias, je passe encore inaperçu. »« Eh bien, tu as l'air d'un pro, » dit Martin. « Dis-moi, tu veux faire la course ? »
Juste pour le plaisir. Je faisais de la compétition à l'université. Bien sûr, acquiesça Mia en souriant. Où vas-tu? Martin désigna un point de repère lointain. Et cet affleurement au fond? C'est parti, dit Mia en ajustant ses lunettes. Les deux nageurs sont sortis du cadre et, pendant une demi-heure, la caméra n'a enregistré que le doux mouvement de l'océan. Puis, au loin, un hors-bord est apparu, traversant le cadre loin de la bouée. L'objectif fiché de la GoPro a déformé la perspective, le faisant paraître encore plus éloigné. La caméra n'a capturé que la moitié inférieure du bateau, y compris ce qui semblait être un logo d'entreprise sur sa coque. Jacques se pencha en avant, plissant les yeux pour observer l'image. « Peux-tu améliorer ce logo ?» Ethan hocha la tête, mit la vidéo en pause et zooma sur le bateau. Malgré l'amélioration, l'image restait quelque peu floue, mais le logo était suffisamment net pour distinguer une vague stylisée avec du texte en dessous. « Cela me semble familier », murmura Jacques en sortant son téléphone pour prendre une photo de l'écran. Ils continuèrent à observer, mais Mia ne retourna jamais à la bouée. Les images montraient des heures d'océan vide jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée. « Peux-tu revenir au segment avec le jeune homme ?» demanda Jacques d'une voix tendue. Ethan a rembobiné la vidéo et ils ont revu l'interaction, essayant de recueillir des détails supplémentaires sur Martin. Le technicien a noté son âge approximatif, sa couleur de cheveux et les rares traits du visage visibles dans l'image. En utilisant une recherche d'image inversée, Ethan a trouvé une correspondance pour le logo du bateau. C'est Ocean Elite Marine, a-t-il expliqué. C'est une entreprise locale qui fournit des bateaux et des équipements pour les sports nautiques. Jacques s'est soudainement rappelé avoir vu des bateaux avec ce même logo à la marina plus tôt dans la journée. Nous allons montrer cela à l'inspecteur Morgan et commencer à enquêter sur l'entreprise et sur ce Martin, lui assura Ethan. Nous allons également essayer de faire un portrait robot de l'homme à partir de ce que nous voyons dans les images. Jacques hocha la tête, l'espoir mêlé à l'effroi le submergeant. Merci. Tenez-moi au courant. Il jeta un coup d'œil à sa montre et réalisa qu'il devait partir pour l'événement. Je dois y aller maintenant, mais je reviendrai plus tard. En sortant de la gare pour rejoindre sa voiture, Jacques imaginait une multitude de possibilités. Après 4 ans sans rien, il tenait enfin quelque chose de concret, une piste, mais il n'allait pas la laisser filer. Le centre sportif grouillait d'activité à l'arrivée de Jacques. Des bannières olympiques ornaient les murs de la salle, et l'odeur de chlore de la piscine adjacente imprégnait l'air. Des bénévoles en t-shirts assortis guidaient les invités, et une petite scène avait été installée à l'avant de la salle. Un organisateur d'événements a repéré Jacques et s'est précipité vers lui. « Monsieur Callahan, on commençait à s'inquiéter. Vous êtes debout dans 15 minutes. » Désolé d'avoir été trop court, s'excusa Jacques en la suivant derrière la scène. « Pas de problème. Nous comprenons que vous êtes un homme occupé, dit-elle en lui faisant signe de s'asseoir. Nous allons juste vous remettre en forme rapidement avant que vous ne partiez. La préparation était minimale, juste assez pour éviter que les projecteurs de la scène ne le masquent. Il s'agissait d'un événement communautaire, pas d'une apparition télévisée. Jacques essayait de se concentrer sur le discours qu'il avait préparé des semaines auparavant, mais son esprit revenait sans cesse aux images de la GoPro, la voix claire et vibrante de Mia, et le mystérieux Martin surgit de nulle part. 5 minutes, Monsieur Callahan, dit l'organisateur en lui tendant une bouteille d'eau. Le moment venu, Jacques monta sur scène, accueilli par des applaudissements polis. Le public était principalement composé d'anciens athlètes, d'entraîneurs et de supporters de la communauté locale de natation. Tout le monde ici était au courant de la disparition de Mia, ce fut une tragédie locale, même si elle ne devint jamais un événement national. La version officielle s'était arrêtée sur une noyade tragique lors d'un entraînement en solo, un cas malheureusement courant, même parmi les nageurs expérimentés en eau libre. Jacques s'éclaircit la gorge et commença son discours préparé sur la sécurité aquatique et l'importance de soutenir les jeunes athlètes. Il parla de résilience et de détermination, qualité que sa fille incarnait. Le public écouta attentivement, hochant la tête et applaudissant aux moments opportuns. Après un tonnerre d'applaudissements,
Jacques descendit de scène et se dirigea vers une table où l'attendaient ses vieux amis de l'époque où il était nageur. Ils le saluèrent chaleureusement, lui tapant dans le dos et tirant une chaise. « Super discours, Jacques », dit Tom, un ancien nageur olympique qui s'était entraîné avec lui il y a des décennies. « Tu as toujours eu un don pour les mots. » « Merci », répondit Jacques en acceptant un verre d'eau. L'esprit encore en ébullition avec les découvertes de la journée, il ne put s'empêcher de partager. « Écoute, il s'est passé quelque chose d'incroyable aujourd'hui. J'ai retrouvé la caméra GoPro de Mia. » Son ami le regarda avec incrédulité. « Après 4 ans ?» a demandé Mike, un autre ancien athlète. « Où ?» ?»« Attaché à une bouée à des kilomètres de sa route habituelle, » expliqua Jacques. La bouée contenait des images du jour de sa disparition. Baissant la voix, il décrivit ce qu'il avait vu au commissariat et leur montra la photo du logo du bateau qu'il avait prise sur son téléphone. Tom se pencha pour regarder de plus près. C'est Ocean Elite Marine. C'est l'une des entreprises locales qui sponsorise nos athlètes locaux participant au programme olympique. Ils n'existaient pas à notre époque. Ils ne sont devenus célèbres que ces 7 dernières années environ. Vraiment ? Tu sais quelque chose à leur sujet ? Demanda Jacques. Pas grand-chose, si ce n'est qu'ils ont été généreux en matière de dons d'équipement et de transport pour les athlètes nautiques, répondit Tom. D'ailleurs, ajouta-t-il en désignant l'autre côté du hall, ils ont un stand installé juste là. Jacques se tourna pour regarder dans la direction indiquée par Tom. Effectivement, un élégant stand d'exposition, arborant le logo Ocean Elite Marine, se dressait contre le mur du fond, tenu par 2 hommes en polos assortis. « Je vais leur parler », dit Jacques en se levant brusquement. Ses amis échangèrent des regards inquiets, mais ne cherchèrent pas à l'arrêter. Jacques s'approcha du stand d'un pas mesuré, s'efforçant d'avoir l'air décontracté malgré son cœur battant la chamade. Les 2 employés levèrent les yeux à son approche, l'un d'âge mûr aux tempes grisonnantes, l'autre plus jeune, arborant un sourire enthousiaste. « Bonjour », le salua le vieil homme. « Intéressé par notre matériel de sport nautique ? » « En fait, votre entreprise m'intrigue, » dit Jacques. « J'ai cru comprendre que vous sponsorisiez des athlètes olympiques. » « Tout à fait, » répondit le jeune homme avec enthousiasme. « Cela fait partie de notre programme de responsabilité sociale d'entreprise. Nous fournissons des bateaux, du matériel et des moyens de transport à des athlètes prometteurs qui, autrement, n'auraient peut-être pas les moyens de s'entraîner correctement. »« C'est louable, » dit Jacques, puis il ajouta prudemment, « Est-ce que l'un d'entre vous connaît quelqu'un du nom de Martin associé à votre entreprise ?» Les 2 hommes échangèrent un rapide regard, leur sourire s'estompant légèrement. « Martin » répéta le plus âgé. « Il y a peut-être plusieurs employés qui portent ce nom. As-tu un nom de famille ?» Jacques secoua la tête, puis décida de tenter sa chance. Il sortit son téléphone et leur montra la capture d'écran du bateau avec leur logo. « J'essaie d'identifier ce bateau et peut-être un jeune homme nommé Martin qui l'utilisait. » La réaction fut immédiate et sans équivoque. Les 2 hommes se tendirent, leur attitude amicale laissant place à une nervosité évidente. « Je ne suis pas sûr pour ce navire en particulier, » balbutia le jeune homme. « On a une sacrée flotte, voyez-vous. » Le vieil homme ajouta rapidement, « Si vous avez besoin d'informations sur nos bateaux, adressez-vous au personnel de la marina. Nous sommes là uniquement pour des raisons commerciales. » Jacques les remercia et s'éloigna, ses soupçons renforcés par leur réaction. En retournant vers la table de ses amis, il jeta un coup d'œil au stand et vit le jeune employé s'éloigner, arpentant la pièce avec anxiété, son téléphone collé à l'oreille. L'homme passa la main dans ses cheveux d'un geste agité, puis fit signe à son collègue. Quelques instants plus tard, ils commencèrent à ranger leur matériel d'exposition, visiblement prêts à partir. Jacques changea de direction, contournant la table de ses amis et se dirigeant droit vers la sortie. Quelque chose clochait, et son instinct, celui-là même qu'il avait maintenu en vie lors de plongées dangereuses, lui criait de suivre ces hommes. Alors qu'il s'approchait de la porte, l'organisateur de l'événement l'a intercepté. « Monsieur Callahan, où allez-vous ? Vous êtes censé prononcer un discours de clôture dans 20 minutes. »
Je suis désolé, dit Jacques fermement. Urgence familiale. Je dois y aller. Sans attendre de réponse, il poussa les portes et se précipita vers le parking. Il arriva juste à temps pour voir les deux hommes chargés du matériel dans une camionnette arborant le logo d'Ocean Elite Marine. Jacques se précipita vers sa voiture, le cœur battant. Son geste était impulsif, peut-être même insensé, mais il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que ces hommes étaient liés à la disparition de Mia. Alors que la camionnette de l'entreprise quittait le parking, Jacques démarra son moteur, déterminé à les suivre et à découvrir la vérité qu'ils cachaient. Jacques gardait une distance prudente derrière la camionnette Ocean Elite Marine qui serpentait sur les routes côtières de Crescent Bay. Sa raison se demandait ce qu'il faisait de suivre des inconnus au gré de ses intuitions et de leurs réactions nerveuses à un nom. Mais le père en lui, celui qui n'avait jamais cessé de chercher Miao, savait que ce n'était pas une coïncidence. « S'il vous plaît, laissez-moi vous guider », murmura-t-il en serrant fermement le volant. Son téléphone sonna, le surprenant. Le nom de l'inspecteur Morgan s'afficha à l'écran. Jacques a répondu via le système Bluetooth de sa voiture. « Monsieur Callahan, j'ai visionné les images », a déclaré Morgan sans préambule. « J'ai constitué une équipe et nous nous rendons à la marina pour enquêter sur Ocean Elite Marine. Notre équipe à la station a déjà contacté l'entreprise au sujet de cette affaire. »« J'y suis déjà », répondit Jacques, les yeux fixés sur la camionnette devant lui. « Je suis deux de leurs employés. Ils étaient à la soirée caritative, mais ils sont partis subitement après que je leur ai demandé des nouvelles de Martin et que je leur ai montré la photo du bateau. » La voix de Morgan s'aiguisa. « Jacques, ça pourrait être dangereux. Es-tu certain que ces hommes représentent une menace? » Non, mais ils ont un comportement suspect. Ils prétendent être simplement des commerciaux, mais ils ont eu l'air effrayés quand j'ai mentionné Martin. Où vont-ils? Vers la marina, dit Jacques en fronçant les sourcils tandis que la camionnette s'engageait sur une route secondaire, s'éloignant du port principal. Non, ils vont dans la direction opposée, empruntant la route côtière qui passe le cap. Partagez-moi votre position, ordonna Morgan. Et Jacques, soyez prudent. N'approchez pas ces hommes. Appelez-moi immédiatement si quelque chose arrive. On fera le nécessaire, promit Jacques, puis il raccrocha. Il comptait partager sa position comme demandé, mais la camionnette accéléra brusquement, forçant Jacques à accélérer pour les garder en vue. La route côtière contournait un promontoire accidenté, offrant une vue imprenable sur l'océan d'un côté et des falaises abruptes de l'autre. Après plusieurs kilomètres, la camionnette mit son clignotant et s'engagea sur une route étroite et non balisée que Jacques n'avait jamais remarquée auparavant. Il ralentit, attendant que la camionnette disparaisse dans un virage avant de la suivre. La route descendait vers la côte, aboutissant à ce qui semblait être une marina abandonnée. Contrairement au port principal de Crescent Bay, cette installation était délabrée, avec ses quais rouillés et ses bâtiments décrépits par les intempéries. La camionnette s'arrêta près d'une des structures et se gara. Jacques arrêta sa voiture bien avant l'entrée de la marina, se garant derrière un bosquet de pins maritimes qui lui offrait un abri. Il n'y avait aucun autre véhicule en vue, ce qui rendrait sa propre voiture visible s'il s'approchait davantage. « On dirait une base Ocean Elite en activité », murmura-t-il en coupant le moteur. Sortant discrètement de sa voiture, Jacques s'approcha à pied, se cachant derrière la végétation et les vieux équipements éparpillés autour du périmètre. Il regarda les deux hommes présents décharger des cartons de leur camionnette et les transporter vers le quai, où ils retrouvèrent trois autres hommes. Au moment où Jacques s'approchait pour entendre leur conversation, un grand hors-bord, plus précisément un navire de transport, s'approcha du quai. Trois hommes débarquèrent, saluant les autres avec une expression tendue. « Il faut agir vite », dit l'un des nouveaux venus, d'une voix juste assez forte pour que Jacques l'entende. « Sécurisez la zone. Le patron attend sur le yacht, et il n'est pas content. » Jacques se cacha derrière une pile de vieux barils de carburant tandis que deux hommes patrouillaient le périmètre de la marina, trouvant une meilleure cachette sous une bâche en lambeaux recouvrant ce qui semblait être de vieilles pièces de bateau. Il resta immobile tandis qu'un des gardes passait à quelques mètres de lui. Depuis sa cachette, Jacques entendit le bruit d'un autre véhicule qui approchait.
Les portières s'ouvrirent et se refermèrent, suivies de voix masculines et son sang se glaça au son caractéristique des gémissements féminins. « Monte dans le bateau », ordonna une voix bourrue. Gardez la tête basse et restez silencieux. S'il vous plaît, supplia doucement une voix féminine, nous avons fait tout ce que vous avez demandé. Tais-toi et bouge, fut la réponse dure. On entendit ensuite des pas sur le quai en bois, puis le grondement du moteur du bateau qui démarrait. Jacques voulait désespérément voir si Mia était parmi les femmes, mais il n'osa pas sortir de sa cachette tant que les gardes patrouillaient encore. Alors que le bruit du moteur du bateau s'éloignait, Jacques entendit deux hommes discuter non loin. « Comment cela a-t-il pu arriver » demanda l'un d'eux, la voix tendue par l'inquiétude. « Aucune idée » répondit l'autre. « Ils sont en sécurité depuis 4 ans, et maintenant la police commence à fouiner. Peut-être que quelqu'un à l'intérieur a divulgué quelque chose ou qu'une de ses filles a parlé. Le patron est en colère. Il a dit, si on ne nettoie pas ça, on rejoindra les types de l'année dernière au fond du canal. Sortons d'ici. On a fait notre part. » Jacques resta parfaitement immobile tandis que les hommes regagnaient leur camionnette et s'éloignaient. Ce n'est que lorsque le bruit du moteur se fut complètement éteint qu'il sortit prudemment de sa cachette. Debout sur le quai abandonné, il contemplait l'océan où le hors-bord avait disparu. Ses pires craintes se confirmèrent, Mia ne s'était pas noyée lors d'un accident d'entraînement. Elle avait été enlevée, et d'après ce qu'il venait d'apprendre, elle avait peut-être été retenue captive pendant les 4 années de sa disparition. Les mains tremblantes, Jacques sortit son téléphone et appela le détective Morgan. « Jacques, où es-tu » demanda Morgan. « Tu n'as jamais donné ta position. » « Je suis dans une marina abandonnée à une quinzaine de kilomètres au nord de Crescent Bay, » dit Jacques d'un ton pressant. « Au-delà du promontoire nord, sur une route non balisée. Je viens d'assister à ce que je crois être une opération de traite d'êtres humains impliquant Ocean Elite Marine. »« Trafic d'êtres humains » répéta Morgan d'un ton sec. « Oui, je les ai entendus parler des filles qu'ils ont gardées en sécurité pendant 4 ans, au moment même où Mia a disparu. Et j'ai vu un hors-bord emmener des femmes quelque part au large. » La voix de Jacques se brisa. « Je pense que ma fille pourrait être l'une d'elles. »« Restez où vous êtes, » ordonna Morgan. « Nous enverrons immédiatement des unités à votre emplacement. »« Non, » dit Jacques. Les mots sortirent brusquement, avec force. « Ne venez pas ici. Il n'y a plus rien à trouver. Il faut suivre ce bateau. Je retourne à la marina principale. Retrouvez-moi là-bas avec les bateaux que vous pourrez trouver. Je connais ces eaux. Je peux vous aider à les pister. » Il y eut un bref silence avant que Morgan ne réponde. « D'accord. On se coordonne avec la patrouille portuaire et on se retrouve à la marina principale dans 20 minutes. »« Dépêche-toi, » supplia Jacques. « Je crois qu'ils déplacent les filles parce qu'ils savent qu'on les traque. C'est peut-être notre seule chance. » Il raccrocha et se précipita vers sa voiture, l'esprit bouleversé par ce qu'il venait de découvrir. Après 4 ans à croire que Mia s'était noyée, la vérité était bien plus terrifiante, mais elle offrait aussi une lueur d'espoir. Si elle était toujours tenue captive, elle était peut-être encore en vie. Et si elle était en vie, Jacques la retrouverait et la ramènerait chez elle, coûte que coûte. Les pneus de Jacques crissèrent lorsqu'il arriva sur le parking de la marina de Crescent Bay. L'inspecteur Morgan était déjà sur place avec 4 autres agents, ainsi que des membres de la patrouille portuaire et des gardes-côtes. Jacques l'appela et lui fit signe de rejoindre le rassemblement près du quai d'intervention d'urgence. 2 bateaux de police et un plus grand navire des gardes-côtes étaient en préparation pour un départ immédiat. « Il les emmène sur un yacht quelque part au large », rapporta Jacques, encore essoufflé par l'adrénaline. « Je les ai entendus dire, le patron attend sur le yacht. » Morgan hocha la tête d'un air sombre. « Nous avons des unités de marine prêtes à intervenir et un hélicoptère est en route. La patrouille portuaire a suivi le bateau de patrouille que vous avez décrit grâce à la surveillance côtière. » Un officier de patrouille portuaire s'avança, tablette à la main. Le navire a été vu pour la dernière fois se dirigeant vers le sud-est le long de la côte, à environ 7000 au large.
Sa vitesse actuelle suggère qu'ils se dirigent vers les îles anglo-normandes. C'est là qu'ils vont, dit Jacques avec assurance. Il y a des dizaines de criques isolées autour de ces îles où un yacht pourrait jeter l'ancre sans attirer l'attention. Morgan se tourna vers Jacques. J'apprécie ton aide, mais j'ai besoin que tu restes ici pendant l'opération. Pas question, dit Jacques fermement. Je viens avec toi. Jacques, ce n'est pas une demande. Il s'agit d'une situation potentiellement dangereuse impliquant des criminels armés. Je connais ces eaux mieux que quiconque ici, insista Jacques d'une voix plus forte. Je plonge autour de ces îles depuis 20 ans. Il y a des grottes sous-marines, des approches cachées, des courants dangereux. Morgan hésita, partagé entre le protocole et l'expertise de Jacques. Il hocha la tête. D'accord. Tu peux venir avec moi sur le bateau de tête, mais tu obéiras aux ordres. Si on rencontre de la résistance, tu resteras en retrait. Compris, acquiesça immédiatement Jacques. Ils embarquèrent rapidement. Jacques aida le capitaine à planifier l'itinéraire le plus efficace en fonction du dernier cap connu du hors-bord. Alors qu'ils s'éloignaient du quai, Jacques ressentit un étrange mélange de terreur et d'espoir. Après des années de recherche, il pourrait enfin retrouver Mia, mais dans quel état? Que lui avaient fait ces gens? La radio de la police grésilla. Unité aérienne en vol. Zone de recherche prévue dans 15 minutes. Morgan a accusé réception de la transmission, puis s'est tourné vers Jacques. Nous avons des agents qui enquêtent sur Ocean Elite Marine. L'entreprise semble légitime où elle sponsorise des athlètes et fournit des équipements pour les compétitions, mais nous examinons de plus près sa structure financière et son mode de propriété. Jacques se souvenait d'une personne suffisamment importante pour terrifier les gens à l'idée de le décevoir. Nous découvrirons qui est derrière tout ça, promit Morgan. Pour l'instant, notre priorité est de sauver ces femmes. Les bateaux sillonnaient l'eau à toute vitesse, les embruns piquant le visage de Jacques tandis qu'il courait contre la montre. L'hélicoptère apparut au-dessus de leur tête, ses rotors vrombissant tandis qu'ils filaient vers l'avant pour commencer les recherches. Au bout de près d'une heure, la radio grésilla à nouveau. Ici unité aérienne 1. Nous avons repéré un bateau de transport en commun s'approchant d'un grand yacht, à environ 12 milles au sud-est de votre position. Envoie des coordonnées. Le capitaine du bateau a immédiatement ajusté son cap à l'approche des coordonnées. Ils ont réduit leur vitesse pour éviter d'être repérés, utilisant l'hélicoptère comme leur œil d'en haut. L'unité aérienne signale que le navire a été atteint, annonça l'opérateur radio. Il semble transférer les passagers à bord. Jacques prit des jumelles dans la cabine et scruta l'horizon. Il était là, un yacht blanc et élégant, avec le bateau crossover amarré à côté. Je les vois, dit-il, la voix tendue. À travers ses jumelles, Jacques observait des silhouettes se déplacer sur le pont, 3 femmes en vêtements sombres escortées en bas. Son cœur battait la chamade. L'une d'elles pourrait-elle être Mia? Toutes les unités doivent maintenir leur vitesse d'approche, ordonna Morgan par radio. Nous ne voulons pas les alerter avant d'être plus près. Les officiers tactiques à bord ont commencé à préparer l'équipement, à vérifier les armes et les communications. Un membre de l'équipe a enfilé son équipement de plongée, prêt à entrer dans l'eau si nécessaire. L'unité aérienne signale un mouvement sur le yacht, annonça la radio. Il semble nous avoir repérés. Le yacht navigue à pleine vitesse. Pleine vitesse, ordonna Morgan, et les moteurs du bateau rugirent tandis qu'il s'élançait. Jacques gardait ses jumelles fixées sur le yacht. Le visage de l'homme était endurci par des années de cruauté. Je te tuerai moi-même, gronda-t-il à Jacques. Mon bon à rien de fils ne peut pas faire son travail correctement. Il tourna son regard froid vers Martin. Admets-le, mon garçon. Tu as dû parler à la police de ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'ils nous espionnent maintenant. Je n'ai rien dit à la police pour le père de la fille, protesta Martin, la voix soudain enfantine. Ce n'était pas moi. Tais-toi. Bien sûr que c'était toi, cracha le père. Qui d'autre aurait parlé? Tu as toujours été faible. Tu as toujours eu des doutes. Pendant qu'ils se disputaient,
Jacques ajusta lentement sa prise sur le fusil harpon, se préparant à tirer. « Je n'ai rien dit », insista Martin, le visage rouge d'alcool et d'émotion. « Je le jure. »« Ça n'a plus d'importance maintenant, » dit l'homme d'un ton dédaigneux, reportant toute son attention sur Jacques. « C'est vous le plongeur, papa, n'est-ce pas? Vous cherchiez votre petite fille depuis tout ce temps? Eh bien, vos recherches s'arrêtent ici. » Il leva son arme et la visa directement sur la tête de Jacques. En une fraction de seconde, 2 coups de feu retentirent simultanément. Martin tira sur son père, la balle l'atteignant à la tête. Au même instant, Jacques tira avec son fusil harpon initialement destiné au père, mais sans la résistance de l'eau, la lance fila de manière erratique, manquant complètement sa cible et s'enfonçant dans l'épaule de Martin. La force chaotique et imprévisible du tir le fit chanceler. Le vieil homme s'effondra sur le pont, le sang ruisselant sous lui. Martin resta figé, le fusil toujours serré dans sa main tremblante, le corps raidi par le choc. La douleur irradiait dans son épaule, là où la flèche du fusil harpon s'était enfoncée, mais il ne bougea pas, ne broncha même pas. Ses yeux écarquillés et vides se fixèrent sur le corps sans vie de son père, comme s'il ne comprenait pas vraiment ce qui venait de se passer. Sa respiration était saccadée, ponctuée d'une vive douleur. Après ce qui lui sembla une éternité, il porta la bouteille à ses lèvres, le liquide brûlant coulant dans sa gorge. « Je te déteste, Grant », murmura-t-il, d'une voix à peine audible, teintée d'un mélange de chagrin et de colère. Le choc fut atténué par une vive douleur à la jambe de Jacques. Baissant les yeux, il réalisa que Grant avait également réussi à tirer. Le sang imprégnait le pantalon de Jacques à l'endroit où la balle avait atteint sa cuisse. Malgré la douleur fulgurante, Jacques profita de ce moment de confusion pour boitiller jusqu'au bord du yacht et replonger dans l'eau. Saignant et souffrant, il nagea vers l'endroit où la lutte sous-marine se poursuivait, déterminé à atteindre Mia avant qu'il ne s'épuise. L'eau froide engourdit momentanément la douleur dans sa jambe, mais chaque coup de pied lui infligea une nouvelle douleur. Du sang coulait derrière lui tandis qu'il nageait vers l'avant du yacht où il avait vu Mia pour la dernière fois. Sous l'eau, Jacques voyait la lutte se poursuivre. Les plongeurs de la police avaient attaqué les ravisseurs restants, s'efforçant de libérer les femmes toujours menottées à leurs ravisseurs. À travers l'eau bouillonnante et les flots de bulles, Jacques aperçut Mia qui luttait encore contre l'homme qui la tenait. Avec ses dernières forces, Jacques nagea vers eux. Le ravisseur le vit approcher et brandit à son tour un fusil harpon. Jacques n'avait plus d'armes, rien d'autre que sa détermination à sauver sa fille. Alors que le ravisseur visait, Jacques aperçut un plongeur de la police s'approcher par derrière. Avec une coordination parfaite, l'agent saisit le bras du ravisseur au moment même où il tirait, manquant Jacques de peu. Jacques rejoignit Mia et le ravisseur en difficulté. Malgré son état de faiblesse, il réussit à attraper le détendeur de plongée de l'homme et à le lui arracher de la bouche, comme il l'avait fait dans la grotte. La perte soudaine d'air fit paniquer le ravisseur, qui relâcha son emprise sur Mia. Ensemble, Jacques et le plongeur de la police maîtrisèrent le ravisseur. L'officier coupa rapidement les menottes qui liaient Mia à son ravisseur, la libérant enfin après 4 longues années. La vision de Jacques commença à s'assombrir, tandis que la perte de sang et l'épuisement faisaient leur œuvre. La dernière chose qu'il vit avant de perdre connaissance fut le visage de Mia, ses yeux écarquillés de reconnaissance et d'incrédulité, tandis qu'elle le rejoignait à travers l'eau. Jacques fut réveillé par le bip rythmique des équipements médicaux et le léger balancement d'un bateau. Clignant des yeux dans la lumière crue, il réalisa qu'il était allongé sur un brancard dans ce qui semblait être un navire des gardes-côtes. Un médecin pressait sa blessure à la jambe tandis qu'un autre surveillait ses signes vitaux. « Il est conscient », a crié le médecin. « Monsieur Callahan, essayez de ne pas bouger. Vous avez perdu beaucoup de sang. » Jacques essaya de se redresser malgré l'avertissement. « Mia », croassa-t-il. « Où est ma fille ? » « Papa, je suis là », dit une voix qu'il désirait entendre depuis 4 ans. Mia apparut à ses côtés, toujours en combinaison de plongée, mais une couverture drapée sur les épaules. Son visage était plus maigre que dans ses souvenirs, ses yeux cernés d'ombres qui n'existaient pas auparavant. Mais elle était vivante. Elle était réelle.
Mia, murmura-t-il en lui prenant la main. Tu es en sécurité maintenant, dit-elle, les larmes aux yeux. Tu m'as retrouvé. Après tout ce temps, tu m'as enfin retrouvé. Jacques tenta de répondre, mais une vague de douleur le coupa net. Le médecin intervint, repoussant doucement Mia. Il a besoin de soins médicaux immédiats. Cette balle doit être retirée. Un autre médecin s'approcha et s'adressa à Mia et à deux autres jeunes femmes regroupées à proximité. Nous devons également examiner toutes vos blessures. Vous avez vécu une expérience traumatisante. L'une des femmes, blonde et visiblement tremblante, prit la parole. Sont-ils tous partis, les hommes qui nous gardaient? Un policier présent à proximité hocha la tête. Nous avons neutralisé la menace. 2 des ravisseurs du bateau de transport ont été tués dans l'échange de coups de feu. Nous avons arrêté le capitaine du yacht et 3 autres personnes, dont le fils, Martin. Le soulagement était palpable sur les visages des femmes. La troisième, brune et décharnée, se mit à sangloter doucement. L'inspecteur Morgan apparut, l'air à la fois satisfait et inquiet, tandis qu'il s'approchait du brancard de Jacques. Vous êtes un sacré têtu, Callahan. C'était soit la chose la plus courageuse, soit la plus stupide que j'ai jamais vue. Jacques parvint à esquisser un faible sourire. Tu les as tous eus? Nous le pensons, a déclaré Morgan. L'opération semble avoir été menée par Grant Whitmore, l'homme tué sur le yacht. Il est propriétaire d'Ocean Elite Marine, entre autres entreprises. Les premières investigations suggèrent qu'il cible les athlètes féminines depuis des années, utilisant son fils pour les identifier et les enlever. Il a promis de les aider à réussir, dit Jacques d'un ton sombre. Morgan acquiesça. Nous avons déjà trouvé des preuves le liant à plusieurs sponsors sportifs au fil des ans. Le FBI intervient maintenant. L'affaire pourrait être bien plus grave que prévu. L'inspecteur se tourna vers Mia. Mademoiselle Callahan, je sais que c'est difficile, mais pouvez-vous nous raconter brièvement ce qui vous est arrivé? Une déclaration plus détaillée peut attendre que vous ayez reçu des soins médicaux. Mia regarda son père, puisant de la force dans sa présence. Tout a commencé ce jour-là, à la bouée, commença-t-elle d'une voix plus assurée que Jacques ne l'aurait cru. Je m'entraînais comme d'habitude quand Martin s'est approché de moi dans l'eau. Il semblait amical, un simple nageur comme les autres. Nous avons couru jusqu'à Pelican Reach et, au retour, il m'a dit que son bateau était à proximité et m'a proposé de me déposer à Crescent Bay. Elle marqua une pause, déglutissant difficilement. J'étais fatigué par la nage et je pensais que ce serait bien de me reposer sur le bateau. J'avais complètement oublié ma caméra GoPro sur la bouée. Martin semblait si normal, si inoffensif. Jacques lui serra la main, l'encourageant à continuer. Mais ils ne m'ont pas ramené chez moi. Ils sont allés à la propriété de Whitmore et m'ont drogué. À mon réveil, j'étais enfermé dans une pièce avec Anna et Lily, a-t-elle fait signe aux 2 autres femmes. Whitmore m'a dit qu'il pouvait réaliser mes rêves olympiques, qu'il avait les relations et les ressources nécessaires pour faire de moi une championne, mais que je devais coopérer avec lui. Sa voix se durcit. Devant mon refus, il a menacé de te faire du mal, papa. Il savait tout de ton entreprise de plongée, de notre maison, de tes habitudes. Si je n'obéissais pas, tu aurais des accidents, d'abord ton entreprise ferait faillite, puis ta maison brûlerait, et enfin tu aurais un accident de plongée mortel. Jacques se sentait malade de rage mais garda son expression calme pour le bien de Mia. Alors j'ai arrêté de me battre, du moins ouvertement, continua Mia. On s'entraînait tous les jours dans le lac de sa propriété. On était toujours surveillés, constamment surveillés. Il nous maintenait en forme, nous disait qu'il fallait entretenir notre physique athlétique. Anna et Lily étaient là depuis plus longtemps que moi, et elles m'avaient conseillé de ne pas tenter de m'échapper. 2 filles avaient déjà essayé et n'étaient jamais revenues. Les autres femmes acquiesçaient silencieusement, confirmant le récit de Mia. Aujourd'hui, c'était la première fois que nous remontions sur le yacht depuis des mois, ajouta Mia. Il paniquait, disant que quelqu'un avait parlé à la police. Grant pensait que c'était son fils, Martin.
Il y avait des tensions entre eux depuis longtemps, alors Grant a ordonné à ses hommes de nous déplacer ailleurs. Morgan avait l'air sombre. Vous êtes tous en sécurité maintenant. Nous aurons besoin de vos déclarations complètes plus tard, mais pour l'instant, nous devons vous envoyer tous les soins médicaux nécessaires. Le capitaine des gardes-côtes annonça qu'ils approchaient du port. Alors qu'ils approchaient du quai, Jack aperçut des ambulances qui attendaient, gyrophares allumés. Les ambulanciers vous emmèneront directement à l'hôpital, dit Morgan à Jack. J'aurai également besoin de votre déclaration une fois que les médecins vous auront donné leur feu vert. Jack hocha faiblement la tête, la douleur dans sa jambe s'intensifiant à mesure que l'adrénaline du sauvetage retombait. Le fils, Martin, me dit-il. Tout sur le yacht, il a avoué ce qu'il faisait. Nous l'avons en détention, lui assura Morgan. Entre votre témoignage et les preuves que nous recueillons, ils ne retrouveront jamais la liberté. Dès que le bateau a accosté, les équipes médicales se sont précipitées à bord. Jack a été rapidement transféré sur un brancard tandis que d'autres ambulanciers s'occupaient de Mia et des autres femmes. Mia s'accrochait à la main de Jack tandis qu'on les séparait pour le transport. « Papa, j'aurais dû être plus courageux. J'aurais dû trouver un moyen de m'échapper. » Malgré sa douleur, Jack parvint à sourire à sa fille. « Tu as survécu. C'est l'essentiel. Et heureusement que tu as oublié la caméra sur le garçon. » Les larmes montèrent aux yeux de Mia tandis qu'elle hochait la tête, comprenant l'incroyable coïncidence qui avait conduit à son sauvetage. « Je t'aime, papa. »« Je t'aime aussi, mon cœur, » répondit Jack d'une voix brisée. « Je n'ai jamais cessé de te chercher, pas un seul jour. » Les ambulanciers les séparèrent délicatement, expliquant que Jack avait besoin d'une intervention chirurgicale immédiate. Mia le lâcha à contre-cœur, les regardant monter dans une ambulance. « Nous prendrons bien soin de votre père, » lui assura un ambulancier. « Et les policiers vous conduiront à l'hôpital après votre examen préliminaire. Vous le verrez bientôt. » Alors que les portes de l'ambulance se refermaient, Jack aperçut une dernière fois Mia debout sur le quai, entourée de policiers et de personnel médical. Malgré tout ce qu'elle avait enduré, elle se tenait droite, les épaules droites et fière de sa nageuse. Dans l'ambulance fonçant vers l'hôpital, Jack repensait aux événements de la journée. Ce matin-là, il avait prononcé un discours lors d'une soirée caritative, poursuivant sa routine d'existence sans vie, de recherche sans espoir. Maintenant, contre toute attente, il avait retrouvé sa fille et l'avait ramenée à la maison. Le chemin à parcourir ne serait pas facile. Mia et les autres femmes porteraient les cicatrices de leur captivité pendant des années. Il y aurait des déclarations à faire, des épreuves à endurer et un long chemin de guérison pour chacune d'elles. Mais pour la première fois depuis 4 ans, Jack se sentait vraiment vivant. Sa fille était en sécurité. Elle était libre, et il ne la quitterait plus jamais des yeux. Alors que les analgésiques faisaient effet et que la conscience commençait à s'affaiblir, la dernière pensée de Jack fut une prière de gratitude pour la détermination obstinée qui l'avait poussé à chercher, pour la découverte miraculeuse de la caméra GoPro, et pour la seconde chance que Mia et lui avaient reçue. Contre toute attente, ils s'étaient retrouvés, et quels que soient les défis à venir, ils les relèveraient ensemble.